RDC réagit au renvoi de ses troupes de la MINUSCA. Pour Janine Mabunda, le petit nombre de soldats suspectés ne doit pas ternir l'image de tout un contingent. Pendant que l'UDPS s'apprête pour participer à la tenue du dialogue national, mais sous la médiation internationale, la dynamique de l'opposition reste catégorique à ces forums et exige le respect de la Constitution. Antenne A, le journal, Sylvie Fortuné, Boula. Plaisir pour nous de vous savoir nombreux ce soir pour nous suivre. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Sylvain Kapombo l'a dit, au sommaire, renvoi de 807 soldats et 118 policiers RD congolais de la mission des Nations Unies en République centrafricaine. La réaction du gouvernement congolais est intervenue ce mardi par l'entremise de Janine Mabunda, répondant à Sonia Relais de Radio France Internationale, la représentante personnelle du chef de l'État en matière de violence sexuelle, a indiqué que l'image du contingent RD congolais ne devrait pas être ternie à la suite de quelques cas isolés de mauvaise conduite, dont Mohamed vous propose ce commentaire. Le petit nombre de soldats suspectés ne doit pas ternir l'image de tout un contingent. La phrase est de Janine Mabunda, représentante personnelle du chef de l'État congolais pour des questions de violence sexuelle, en réaction au renvoi du contingent congolais de la Centrafrique. Si officiellement les capacités des troupes congolaises à remplir les exigences de l'ONU en matière d'équipement, des contrôles, du recrutement et des niveaux de préparation au combat ont été évoqués par Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, pour justifier les renvois des troupes congolaises de la MINUSCA, officieusement, selon certaines sources, c'est l'affaire des viols commis par certains Congolais qui est à la base de cette situation. Pour Janine Mabunda, la bravoure des militaires congolais n'a pas été mise en cause. Cela étant, la RDC assume ses responsabilités tout en soulignant que le pays est en mesure de démontrer qu'il a pris depuis la première connaissance des faits au mois d'août les dispositions nécessaires dans tous les niveaux des institutions congolaises pour que la question soit adressée. Enfin, la représentante personnelle du chef de l'État sur les questions de violences sexuelles a fait savoir que l'envoi des soldats congolais en terre centrafricaine a été motivé par l'idéal de paix qui nourrit la République démocratique du Congo autant à l'intérieur de ses frontières que dans la région des Grands Lacs, par-delà, dans le monde entier. Et puis au sujet de la circulation de cartes d'électeurs irrégulièrement délivrées par fraudeurs sont interceptées à Uvira, au Sud Kivu, la Commission électorale nationale indépendante s'en remet à la justice et à la centrale électorale n'est pas la seule à s'en préoccuper. Le Parlement aussi a ouvert une enquête à ces sujets. Eric Izami, David Tembeni ont approché le président de la CENI, Corneille Nanga. Carte d'électeur frauduleuse à Uvira, la CENI confirme que le 22 cartes d'électeurs saisies sont bel et bien imprimées sur le support de cartes d'électeurs vierges, mais en dehors du territoire national et en dehors du circuit normal de la CENI. La CENI atteste que ces cartes saisies affichent des photos scannées et non capturées au centre d'inscription des électeurs de la CENI. En plus, les signatures retrouvées sur ces 22 cartes à problème sont fausses puisqu'elles ne correspondent pas aux spécimens des signatures de chefs des centres d'inscription d'électeurs retenus dans la base des données de la CENI. Le président Corneille Nanga déclare que le code des centres d'inscription indiqués sur ces cartes sont à la fois incohérents et erronés. Nous avons dirigé cette mission pour authentifier ces cartes d'électeurs. La CENI est effectivement préoccupée parce que les cartes d'électeurs saisies indiquent justement que c'était des volets vierges de cartes qui ont été imprimées en dehors du circuit normal. Donc ce sont des fausses cartes en circulation détenues par des étrangers, par des tierces personnes qui ne sont pas ressortissants de la RDC. Mais nous sommes aussi contents parce qu'en même temps, le Parlement s'est saisi du dossier. Il a diligenté aussi une mission parlementaire. Même si généralement en RDC, les conclusions des enquêtes prennent de la poussière dans les tiroirs, la CENI, en attendant l'aboutissement de l'enquête enclenchée, en appelle à l'officier du ministère public compétent de se saisir de ces cas de fraude avérés pour protéger l'intégrité du fichier électoral RD congolais.
Et puis nous allons découvrir ce communiqué de presse de la CENI qui dit exactement ceci. La Commission électorale nationale indépendante est vivement préoccupée par la mise en circulation irrégulière de cartes d'électeurs imprimées en dehors du circuit normal de l'institution. Le cas de 20 cartes d'électeurs interceptées sur un groupe de réfugiés burundais dans le camp de Lusenda, situé dans les territoires d'Uvira, en province du Sud Kivu, viole manifestement l'article 26 de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs. Cette situation conduit la CENI à apporter les clarifications suivantes. Les 22 cartes d'électeurs saisies sont bel et bien imprimées sur un support de cartes d'électeurs vierges, mais en dehors du circuit normal de la CENI. Toutes les cartes saisies affichent des photos scannées et non capturées au centre d'inscription des électeurs de la CENI. Les signatures retrouvées sur le 22 cartes d'électeurs interceptées sont fausses puisqu'elles ne correspondent pas au spécimen de signature de chef de centre d'inscription des électeurs contenu dans la base de données de la CENI. Le code de centre d'inscription indiqué sur ces cartes sont soit erronés, soit incohérents. Plusieurs autres spécifications normalement contenues dans la carte d'électeur normale ont été maladroitement remplies. Il s'agit par exemple des identités des individus concernés, les numéros de série. Et puis la CENI rappelle que conformément à l'article 45 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, toute personne qui s'est fait inscrire frauduleusement sur une liste sera punie pour faux en écriture conformément au code pénal congolais, et d'ajouter que les contrevenants des nationalités étrangères est frappé des mêmes pénalités. Le communiqué est donc signé par Corneille Nangaa, président de la CENI. L'ONU promet de désigner prochainement un facilitateur pour conduire les assises du dialogue politique convoqué par le président de la République, Joseph Kabila, et l'UDPS du Tshisekedi y prendra part, mais la dynamique de l'opposition anti-dialogue par la voix de Jean-Lucien Boussa n'exige que le respect de la Constitution. Sylvain Kapombo Boussengele. Les dialogues nationaux avec ou sans la médiation internationale, en tout cas, cela n'est pas une affaire de la dynamique de l'opposition. Affirmation faite par Jean-Lucien Boussa. Le débat sur le dialogue est un débat qui concerne ceux qui ont accepté le dialogue. Il ne concerne pas la dynamique de l'opposition. Je pense aussi qu'il ne concerne pas le front citoyen. Pour notre part, et je l'ai dit tout à l'heure, il est question que le président Kabila, en tant qu'institution de la République, considère que le choix du régime démocratique, qui est du reste constitutionnel, veut que le président congolais ait un mandat de 5 ans et qu'il soit renouvelable une seule fois. S'il dit simplement aux Congolais qu'il va respecter la Constitution, l'affaire est finie. Pour cet homme politique et coordonnateur du Front des démocrates, seul le respect de la loi fondamentale reste prioritaire. La question n'est pas le dialogue. La question, c'est le respect de la Constitution. Et que M. Kabila clarifie sa situation et permettre à la République démocratique du Congo de vivre l'alternance démocratique le 27 novembre 2016. C'est là la question. Les questions que soulève M. Kabila pour justifier son dialogue. Toutes ces questions trouvent leur réponse dans les institutions de la République. A souligné que certains partis de l'opposition, notamment l'UDPS, se sont déjà exprimés favorables pour la tenue de ces assises. Mais ces derniers ne jurent que par la médiation internationale. Ce reportage est donc signé par Sylvain Kapombo Boussengele et Juzen Belebele. Parlons d'autre chose maintenant. Les ordures de toute nature ont élu domicile dans le caniveau de la chaussée sur poids lourd. Conséquence, les eaux des pluies ne coulent plus normalement et se déversent sous la chaussée. Les Quinois rencontrés demandent à l'autorité urbaine de faire le curage parce que ce n'est plus le travail de Japonais. Patricia Molengo-Mpolikuni, Juzen Belebele. Nous sommes sur la route poids lourd, une route réhabilitée et remise en état par les ingénieurs japonais. Comme le demandent les images, cette route a été bien construite et le travail est apprécié par les automobilistes. Cependant, il se pose un problème. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Des ordures composées de sachets, de bouteilles en plastique sont entassées dans le caniveau, empêchant aux eaux de couler normalement. Même les mauvaises herbes ont poussé jusqu'à faire disparaître le caniveau. Ce constat est fait à la hauteur de la gare centrale et du pont Bralima.
Pour les personnes rencontrées dans ce périmètre, pour éviter de détruire cette route, il faut maintenant l'implication de l'autorité urbaine parce que c'est le rôle de la ville de faire le curage, bref, entretenir. Il arrive de fois que le caniveau est jonché parfois de restes de bouteilles, de sachets. Et vous verrez tout autour de nous, il y a même des poubelles qui alimentent pratiquement le caniveau en déchets, en immondices et qui les jonchent. Les Japonais ont fait leur part. Il revient maintenant au gouvernement congolais de prendre sa part de responsabilité en entretenant les caniveaux et la route. Même son de cloche du côté des chauffeurs qui empruntent tout le jour la route poids lourd devenue une fierté. À chaque fois que je m'engage sur cette route, je me sens très bien. Mais quand il pleut, l'eau a envahi la chaussée. Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités pour que cela ne finisse pas par dégrader cette route. Une chose est de construire la route et une autre est de maintenir l'ouvrage par un usage réfléchi. Et ça, le civisme est vivement exigé. Voilà qui est bien dit. Le joueur de football club Barcelone, Lionel Messi, vous le savez certainement, a été désigné hier soir à Zurich en Suisse Ballon d'Or FIFA 2015 au détriment de Cristiano Ronaldo et Junior Neymar. Patrick Borel-Mukendi nous en dit plus dans ses commentaires. Visiblement encore ému, mais avec sourire aux lèvres quand l'ancien Brésilien Ricardo Kaká a cité son nom pour venir toucher son ballon d'or FIFA 2015, 5e de la série. Après celui de 2009, 2010, 2011 et 2012. Lionel Andrés Messi a dévancé son éternel rival de Madrid, Cristiano Ronaldo, et son coéquipier catalan, Neymar. Tous, des noirs vêtus, ils ont prôné l'humilité. À vrai dire, la Pulga a tout gagné cette année. La Liga espagnole, la Copa del Rey, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Sa défaite avec l'Argentine en finale de la Copa América face au Chili des Bravo et Sanchez restera comme sa seule fausse note d'une année quasi parfaite. Messi, dit Cucitini, a inscrit au total 52 buts en 61 rencontres disputées. Des chiffres complètement flatteurs. À seulement 28 ans. D'après les livres Guinness des records, il détient les records mondiaux du nombre de buts marqués sur une saison ainsi que sur une année. Le Blaugrana Messi a déclaré que c'est un moment très particulier pour moi de recevoir un nouveau ballon d'or après 2 ans à voir Cristiano Ronaldo l'emporter. Le merengue, 3 fois ballon d'or, Cristiano Ronaldo a dit, je cite, « Peut-être qu'un jour je rattraperai Messi ». Fin des citations. Luis Enrique de Barcelone est élu meilleur entraîneur, tandis que l'américaine Carrie Lloyd s'est adjugée du titre du meilleure joueuse et le prix Puskás du plus beau but de l'année est revenu au Brésilien Wendel Lira. Adieu 2015 et vive 2016 aux autres joueurs de bousculer ces 2 extraterrestres, Cristiano et Messi. Retour au pays, Undaye Ilambouchi nous fait savoir que le championnat au niveau des ententes urbaines de football de la capitale a donc repris. Reportage. La 10e journée du championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa, l'Hippopo en 3e division se poursuit à travers quelques terrains de Moamba. Pour ce le lundi 11 janvier 2016 au terrain de la Foire internationale de Kinshasa à Fikine, la formation de l'école de football Bossad a subi une défaite devant le football club Mouika sur un score d'1-3. Les triplés du football club Mouika ont été signés par Glodine Timbanzita pour le protéger d'Abbé Gamido. C'est dans la sportivité et la bonne ambiance que cette rencontre s'est terminée. Nous avons joué et nous avons gagné. Comme c'était un derby du quartier, nous sommes sortis vainqueurs. Mais nous sommes en train de jouer pour monter à la division supérieure. Nous demandons à tout le monde de nous soutenir parce que cette équipe appartient à tout le monde. C'est bon. Les joueurs n'ont pas respecté le discipline tactique. Le problème c'est quoi? Dès que je suis arrivé au terrain, l'équipe que je devrais commencer avec, le secrétaire me dira que d'autres joueurs ne sont pas sortis. J'étais d'abord découragé.
voire même le premier but qu'on avait marqué. Parce que c'est nous qui avons commencé à marquer le but. Bon, malgré qu'on avait marqué le premier but, mais je n'étais pas vraiment avec beaucoup de joie. À Lefkin Lipopo en 3e division, au classement partiel, les FC Moueka trônent en tête du peloton avec 26 points, suivi de la jeunesse sportive de Mongafoula avec 20 points. 3e, Atlético et Saint-Étienne ex-aequo avec 19 points. La compétition reste ouverte à toutes les équipes. Les léopards de la RDC enchaînent avec le rencontre amicale à Gisenyi au Rwanda. C'est là en prévision du CHAN 2016 qui débute le 16 janvier 2016. Le sélectionneur principal Jean-Florent Ibenge, qui est sur place avec les léopards, reste confiant pour la suite des événements. Il a été joint au téléphone par Igo Molobo et Patrick Borel-Mukendi. À part tout le monde, il y a Joël qui se sent un petit peu au niveau de la cuisse, Joël Kimwati qui a un petit peu mal à la cuisse, et Jean-Marc Mundele qui s'est fait arracher une dent. Donc voilà un petit peu l'état de santé de l'équipe. Non, vous savez, la semaine avant le match, on appelle ça la semaine d'affûtage. Donc on fait des matchs amicaux pour se préparer, et puis pour le match, on fait une semaine d'affûtage. C'est pas là qu'il faut travailler physiquement, il faut garder de la fraîcheur pour le match de dimanche. On a joué notre dernier match aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas joué contre le Rwanda ont joué aujourd'hui contre les Dauphins Noirs, un match qu'on a gagné 3-1. Donc maintenant, on va repartir demain matin à l'entraînement. Après demain, on va quitter notre site Gisenyi pour aller à Boutaré. On va continuer à se préparer, notamment sur les coups de pied arrêtés, sur à nouveau ce qui n'a pas beaucoup fonctionné face au Rwanda, c'est les capacités offensive, donc refaire vite devant le but, et puis voilà, et puis arriver avec de la fraîcheur pour battre cette équipe d'Éthiopie. Le message est simple, c'est qu'on n'est pas venu faire du tourisme ici, on est venu pour essayer de faire le meilleur résultat possible, et pour ça, un résultat, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est beaucoup, et chacun dans son travail. Les journalistes doivent faire leur travail de journaliste, l'entraîneur son travail d'entraîneur, les dirigeants leur travail de dirigeant, et le public son travail de public. Donc chacun se regarde dans la place et qu'ils disent tout simplement qu'il faut qu'il fasse son travail. Il faut dire que les léopards de la République démocratique du Congo vont entrer en compétition les dimanches 17 janvier face aux Walias de l'Éthiopie. Et puis, le journal paru ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés pour vous par Sylvain Kapumbo-Sengele. Revue de presse. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Un seul sujet a dominé la une des journaux Paris ce matin dans la capitale Kinshasa. Il s'agit bien des élections. À propos, les phares titres, CENI, les fichiers électoraux plus que jamais pollueux, encore de fausses cartes d'électeurs à Uvira. Dans un communiqué déposé hier lundi 11 janvier portant la signature de son président Corneille Nangaha, la CENI fait état de la récente saisie de 22 fausses cartes d'électeurs sur des réfugiés burundais cantonnés au camp de Lusenda dans le territoire d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. Électoral, l'opposition en ordre dispersé. Les opposants ne parlent pas tous d'une même voix. Etienne Tshisekedi Wamulumba croit que toute l'opposition devrait se ranger derrière sa personne. La dynamique, les G7 et les Fronts citoyens sont sur une autre planète. À l'approche des échéances électorales, les problèmes d'ego vont davantage se poser. Dans tous les cas, il va se passer des choses avant qu'on en arrive à une unité de vue. La majorité également n'est pas totalement à l'abri. Les alliances vont se faire et se défaire. Des réniments, il y en aura. Conclut le journal. Et c'est tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Merci Sylvain. Et nous allons maintenant suivre cette rétrospective de la Banque centrale du Congo. L'année 2015
a été pour la Banque centrale du Congo marqué par la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique 2014-2017 dans un contexte particulièrement difficile induit par l'effritement des ressources et des moyens d'action. Des politiques efficaces ont été menées tandis que d'autres sont en cours. Grâce à la grande vision du gouverneur Deogracias Mutombo Monaniembo, la Banque centrale du Congo a poursuivi avec efficacité une politique monétaire proactive basée sur des valeurs anticipées des variables économiques pour un ancrage réel des anticipations des agents économiques en vue de la stabilité des prix et une politique macro-prudentielle basée sur la prévention des prix et sur la prévention des risques, ainsi que la résolution précoce des risques pour garantir la stabilité du système financier. L'Institut d'émission s'est assuré du maintien de l'inflation en deçà de l'objectif 3,5% pour préserver le pouvoir d'achat de la population, la consolidation du climat des affaires et l'érection d'un cadre propice aux investissements. La croissance de la masse monétaire a été en adéquation avec l'évolution du produit intérieur brut nominal, tandis que la coordination des politiques macroéconomiques renforcée. Durant l'année 2015, la Banque centrale du Congo a réussi à maintenir à un niveau très bas son taux directeur, soit à 2%, dans le souci de maintenir les activités de crédit. Une résultante du travail des experts qui se réunissent tous les mois dans le cadre des réunions du comité de politique monétaire, présidé par le gouverneur Deogracias Mutombo Monaniembo. Le ralentissement de l'activité économique a été à la base de la contraction des recettes publiques et donc la source des difficultés rencontrées dans l'exécution du budget de l'État, à savoir la contraction des réserves budgétaires et la chute brutale des réserves internationales qui se situe au 30 décembre aujourd'hui à $ américains 1,480 milliard, alors qu'au 31 décembre 2014, les réserves étaient de 1,645 milliard. Donc il y a une consommation de plus de 160 millions au lieu d'une bonne quantification, une augmentation. Donc des efforts sont attendus de nous dans ce sens-là. En dépit de ces résultats, le cadre macroéconomique est demeuré globalement stable. Le taux d'inflation annuel se situe à 0,8% contre 1% l'année précédente. Et c'est un exploit historique. Depuis l'indépendance du pays, on n'a jamais réalisé un taux bas à ce niveau-là. Et je vous rappelle également un taux directeur de 2%, j'y reviendrai. C'est aussi un exploit, et c'est depuis 2014. Le pays n'a jamais enregistré un taux directeur de 2%. Le cours d'échange qui ne fait plus aussi de soucis, à l'indicatif comme en parallèle, et ces résultats ont été obtenus grâce notamment à une politique monétaire et d'échange prudente qui a permis de contenir la progression des agrégats monétaires dans les limites de leurs cibles respectives. Nous avons aussi baissé les coefficients de la réserve obligatoire sur le dépôt à vue à monnaie nationale qui était de 7%, et nous avons baissé ça jusqu'à 2%, dans le but non seulement de fournir de la liquidité aux banques, mais également contribuer au processus de dédollarisation de l'économie nationale. Dans le secteur financier, la Banque centrale a sans cesse renforcé son dispositif de surveillance des intermédiaires financiers en alignant son cadre réglementaire aux normes internationales. La Banque centrale s'est dotée d'un système interne de notation des banques dans le cadre de la supervision basée sur le risque. Et nous assurons le pilotage du processus de mise en œuvre du programme national d'éducation financière. Parce que notre ambition est de rendre à terme les services financiers accessibles à l'ensemble de la population congolaise. L'Institut d'émission s'est également engagé dans la poursuite des mesures de discrimination de la réserve obligatoire en faveur de la monnaie nationale pour promouvoir le financement de l'économie nationale. L'année 2015 a permis la mise en place d'un mécanisme de refinancement long sous forme de swaps au terme d'un accord de crédit réciproque conclu avec la Société financière internationale qui est filiale de la Banque mondiale en vue de contribuer à la croissance économique. Ce swap de devises rendu possible grâce à la stabilité macroéconomique présente un triple avantage. Primo, il permettra aux opérateurs économiques résidents d'obtenir le financement à moyen et long terme en monnaie nationale, ces guichets et ces filles étant destinés aux investisseurs résidents.
Segundo, étant donné que le prêt se fera en francs congolais, l'opération se traduira par une hausse des dépôts en monnaie nationale à l'effet de réduire progressivement la dollarisation financière dans notre pays. La promotion de la supervision, basée sur la prévention des risques en vue de réduire les zones de vulnérabilité susceptibles de se transformer en risques majeurs dans le système financier national, était aussi enregistrée. La poursuite du projet de modernisation du système national des paiements et de centrales de risques, en vue de faciliter et accélérer les paiements et transferts pour promouvoir le crédit à l'économie, en sécurisant l'épargne du public. La mise en service du nouveau système national de paiement a été une des réformes importantes réalisées en 2015. Celle-ci vise l'implémentation du système d'échange et de règlement des transactions de gros montants par la mise en place d'un système de règlement brut en temps réel appelé RTGS, qui contribue à la pièce maîtresse de cette réforme. Cette dernière vise en outre à accroître le taux de bancarisation dans le pays. Il s'agit d'un système complet et hautement sécurisé qui vise également le développement de l'interbancarité monétique avec la mise en place des cartes bancaires acceptées par toutes les agences. Le paysage actuel est caractérisé par des solutions de paiement électronique qui sont cloisonnées et qui sont privatives, et cela prive le pays de tirer profit des avantages du progrès technique et de l'innovation dont notre système a grandement besoin pour son développement. Donc il ne faut pas que chaque banque se cache derrière la jalousie de son indépendance, on n'a pas besoin de ça, il faut qu'on soit ouvert. Et nous avons prôné une approche participative pour impliquer les banques à chaque étape de l'évolution de ce projet monétique, en commençant par la définition de besoins, la sélection du fournisseur des solutions et même le choix de la structure qui sera appelée à gérer le switch monétique. Aujourd'hui, les cartes de crédit ou même les systèmes de mobile banking qui existent ne sont pas encore interbancaires. Nous allons mettre en service déjà le système national de paiement modernisé, y compris les switches monétiques interbancaires. Et il va prendre en charge également le passerelle avec les switches régionaux et internationaux. Également, il va prendre en charge le paiement des institutions de microfinance et même de la poste, parce que c'est des structures aujourd'hui qui n'ont pas de canaux fiables de paiement. Le système de la banque, c'est un commutateur national qui prendra en charge toutes ces structures de paiement. Avoir de cartes bancaires interbancaires dans notre pays, c'est une grande avancée enregistrée dans notre système financier. Et je m'en vais saluer l'initiative de banques participantes, parce que cette réforme, non seulement elle va apporter un début de changement dans notre culture financière et commerciale, mais aussi apporte beaucoup d'avantages, notamment la facilitation de l'accès du public, de la clientèle aux services financiers. Et les réformes ne sont pas l'apanage du pouvoir public ni de la banque. Les banques commerciales, les établissements de crédit sont aussi appelés à mettre en œuvre des actions qui visent le renforcement de la stabilité financière, qui visent l'assainissement de leur environnement de travail, qui visent l'amélioration de l'intermédiation financière, qui visent l'amélioration de l'offre et des services à la clientèle. Ça, au mois de novembre, les 18e assemblées annuelles du comité des superviseurs des banques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a été question pour les participants d'harmoniser les différentes politiques et stratégies pour une meilleure adéquation entre les défis inhérents à la promotion de l'inclusion financière et à ceux inhérents à l'efficacité de la supervision bancaire devant garantir la stabilité financière. En tant que président du bureau du comité des gouverneurs des banques centrales du COMESA, Deogracias Mutombo Mwananyembo a présidé au mois de septembre à Kinshasa la 36e réunion du bureau du dit comité. La situation économique mondiale est caractérisée par une stagnation qui est presque planétaire. Dans une telle situation, tous les pays baissent leurs demandes. C'est pourquoi vous avez une demande internationale qui baisse. Et la stratégie optimale de réponse à ce genre de situation, c'est de développer le marché intérieur, le marché régional. Donc il faut appuyer les activités de production dans la région
de manière à orienter la consommation sur la demande intérieure. Donc à ce titre-là, nous sommes également en train d'envisager de faire appel aux autorités, notamment aux chefs d'État et de gouvernement, pour leur intervention dans les transactions intra-commerciales. Nous avons bien sûr les institutions d'appui, comme la Banque de la ZE, pour donner de la garantie au crédit, stimuler les opérations. Nous sommes en train de nous préparer comment faire cette demande au niveau du chef d'État pour leur implication pour ce faire. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a en outre pris une part active aux différentes rencontres internationales. Il s'agit principalement des assemblées annuelles du printemps FMI Group de la banque, tenues à Washington aux États-Unis, aux assises de l'Association des banques centrales africaines et tout récemment au 2e forum sur la coopération sino-africaine à Johannesburg, en République sud-africaine. Son plus grand combat de militer en faveur d'une croissance durable, inclusive et multipolaire en République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo s'emploiera toujours à former une monnaie stable pour préserver le pouvoir d'achat de la population. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Merci au nom de Sylvain Kapombo et Léonard Moemery. Nous vous retrouverons certainement demain à 19h. Bonsoir.